Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exercice sur les inégalités des accroissements finis. Deux exercices très classiques, mais il faut savoir les faire quand même. Et puis, vous aurez l'énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où j'ai passé beaucoup de documents concernant l'option Maths Expert de terminale. L'exercice 1, la fonction f est définie sur l'intervalle 100-121 par f de x égale racine carrée de x. Question 1, calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 100-120, fermé en 100, fermé en 121. Petit b, montrer que pour tout réel x de cet intervalle 100-121, 1/22e inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 1/20e. Question 2a, justifier que 1/22e de 111 moins 100 est inférieur ou égal à f de 111 moins f de 100 inférieur ou égal à 1/20e de 111 moins 100. Là, on est gentil, parce qu'on donne la différence. Petit b, on déduit un encadrement de racine carrée de 111. Correction A, calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 100-121, fermé en 100, fermé en 121. F de x c'est racine carrée de x, donc f' de x est 1 divisé par 2 racine carrée de x. Question 1b, montrer que pour tout réel x de cet intervalle 100-121, f' de x est compris entre 1/22e et 1/20e. Alors, comme x est compris entre 100 et 121, et comme dans l'expression de la dérivée, le x apparaît une seule fois, on devrait pouvoir en déduire un encadrement. On va déjà commencer par prendre la racine carrée, et donc on va obtenir racine carrée de x compris entre 10 et 11. En multipliant par 2, racine carrée de x est compris entre 20 et 22. En prenant l'inverse, on change le sens des inégalités, 1/20e supérieur ou égal à 1 sur 2 racine de x supérieur ou égal à 1 divisé par 22, et on obtient bien 1/22e inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 1/20e. Donc on pourrait dire que sur cet intervalle 100-121, les pentes des tangentes sont toutes comprises entre 1/22e et 1/20e. Question 2a, justifier que 1/22e de 111 moins 100 inférieur égal à f de 111 moins f de 100 inférieur égal à 1/20e de 111 moins 100. Alors, pour tout réel x de cet intervalle 100-121, on sait que f' de x est compris entre 1 sur 22 et 1 sur 20, et d'après l'inégalité des accroissements finis, on obtient le résultat demandé. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'on était gentil, parce qu'on aurait pu, par exemple, ici, demander à montrer que f de 111 moins f de 100, par exemple, est plus petit ou égal à 11 sur 20, et par ici, supérieur ou égal à 11 sur 22, et on aurait pu mettre un demi d'ailleurs. Bon, question 2b, on déduit un encadrement de racine carrée de 111, et 111 est compris entre 100 et 121. On vient d'obtenir un encadrement de f de 111 moins f de 100, et donc on va dire que racine carrée de 111 moins racine carrée de 100 est compris entre 1/22e de 11 et 1/20e de 11. Et donc on va obtenir que racine carrée de 111 moins 10 est compris entre 1 demi, c'est-à-dire 0,5, et 11/20e qui est 0,55. Je me suis arrangé pour que ça tombe à peu près bien. Et donc, en ajoutant 10, on va obtenir que racine carrée de 111 est compris entre 10,50 et 10,55. Alors, petite remarque, cet intervalle 10,50, 10,55, bon, je dis qu'il a pour centre C rayon R. Petit c, là, c'est la somme des deux bornes divisées par 2, et on va trouver 10,525, qui va nous donner une valeur approchée de racine carrée de 111, à 0,025 près, qui est le rayon de l'intervalle qu'on obtient en faisant, par exemple, la borne supérieure moins la borne inférieure divisée par 2. Voilà, donc valeur absolue de racine carrée de 111 moins 10,525 est inférieure ou égale à 0,255.
Donc, vocabulaire 10,525 est une valeur approchée de racine carrée de 111 à 0,025 près. J'ai oublié un 5. Bon, une calculatrice va nous donner racine carrée de 111 environ 10,535 653,75. Bon. On est bien dans l'encadrement qui était demandé. Exercice 2, la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale sinus x. Question A, calculer f' de x pour tout réel x. Petit b, en déduire que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 pour tout réel x. Question 2a, justifie que valeur absolue de f de x moins f de 0 est inférieure ou égale à 1, valeur absolue de x moins 0 pour tout réel x. Petit b, en déduire que valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à valeur absolue de x pour tout réel x. Correction, question A, calculer f' de x pour tout réel x. Pour tout réel x, f de x est sinus x, donc f' de x est cosinus x. Question 1b, en déduire que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 pour tout réel x. Pour tout réel x, on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1, donc f' de x est compris entre moins 1 et 1, et donc on peut affirmer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1. Question 2a, justifie que valeur absolue de f de x moins f de 0 est inférieure ou égale à 1, valeur absolue de x moins 0 pour tout réel x. Pour tout réel x, puisqu'on sait qu'en valeur absolue, la dérivée est inférieure ou égale à 1, on peut affirmer que la valeur absolue de f de x moins f de 0 est inférieure ou égale à 1, facteur de valeur absolue de x moins 0, d'après l'inégalité des accroissements finis. Question 2b, en déduire que valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à valeur absolue de x pour tout réel x. Pour tout réel x, on vient d'obtenir une inégalité, donc on va remplacer f de x par sinus x, on va remplacer f de 0 par sinus 0 qui vaut 0, et de l'autre côté on obtient inférieur ou égal à valeur absolue de x, donc on a bien la valeur absolue de sinus x qui est toujours inférieure ou égale à valeur absolue de x. Alors là, ce que ça donne comme représentation avec le logiciel GeoGebra, donc le V de la valeur absolue, et puis pour valeur absolue de sinus x, voilà, on a le début de la courbe. Alors, faut pas oublier que ici, on aura certainement cette fonction qui ne sera pas dérivable en pi, en 0, en moins pi. Voilà. Bon, la courbe représentative de la valeur absolue de sinus x est bien en dessous de celle de valeur absolue de x. Alors, au voisinage de 0, ça pourrait peut-être nous donner des valeurs intéressantes pour obtenir des valeurs approchées de sinus x quand x est proche de 0. Proche de valeur absolue de x. Exercice 3. La fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par f de x égale 2 exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. C'est la courbe représentative de f. Grand D, la droite d'équation y égale x. On se propose de montrer que la droite grand D coupe la courbe C en un seul point et on déterminera une valeur approchée de l'abscisse de ce point. Partie A, question 1, calculer f de 0, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 3, démontrer que si x appartient à l'intervalle 0,1, alors f de x appartient à l'intervalle 0,1. Question 4, on rappelle que pour tout réel t de l'intervalle 0,1 fermé en 0 fermé en 1, t facteur de 1 moins t est toujours inférieur ou égal à 0,25. C'est une propriété qu'il faut connaître. Bon, c'est pas très dur à démontrer. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 0,5. Partie B, la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale f de x moins x. Question 1, montrer que la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0.
Question 2, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Question 3, justifier que alpha est compris entre 0,5 et 1. Question 4, quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini. Partie C, la suite UN est définie par U0 égale 0,25 et UN plus 1 égale f de UN pour tout entier naturel n. Question 1, on considère le graphique donné en annexe. Alors voici ce graphique, on a tracé la courbe C, la droite D d'équation y égale x, ça c'est classique. Petit a placé UN sur l'axe abscisse pour un entier compris entre 0 et 3. Petit b conjecturer les limites de la suite UN. Petit c démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN appartient à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. Question 2a, démontrer que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de UN moins alpha. Petit b, en déduire que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN moins alpha est inférieure ou égale à 0,5 à la puissance n. Petit c, quelle est la limite de la suite UN? Question 3, déterminer le plus petit entier naturel k tel que 0,5 à la puissance k soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Petit b, à l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de uk puis de alpha. Alors cet exercice est issu d'un problème de bac D, Paris, Créteil, Versailles, juin 1988. Correction, partie A, premièrement, calculer f de 0, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Alors on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0, f de x c'est 2 exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x. Et donc, pour calculer f de 0, on place x par 0, ça donne 2 exponentielle moins 0, moins exponentielle moins 2 fois 0, c'est-à-dire 2 moins 1, et donc on obtient 1. Pour la limite en plus l'infini, alors on va chercher la limite de exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini, ça nous donne 0, et quand on multiplie par 2, on obtient encore 0. Donc la limite de 2 exponentielle moins x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. La limite d'exponentielle moins 2x quand x tend vers plus infini, c'est exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Et donc par différence, on va obtenir que la limite quand x tend vers plus l'infini, 2 exponentielle moins x moins exponentielle moins 2x est égale à 0. On peut conclure, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, je rappelle, interprétation graphique, la droite d'équation y égale 0 est une asymptote à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction f sur cet intervalle 0 plus infini. On connaît l'expression de f de x, et donc pour dériver, nous allons avoir besoin de dériver exponentielle moins x à dériver, c'est moins exponentielle moins x. Et la dérivée d'exponentielle moins 2x, c'est moins 2 exponentielle moins 2x. Du coup, on va obtenir f' de x égale moins 2 exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. On va mettre 2 en facteur. Donc, ça nous donne f' de x égale 2. On va mettre aussi exponentielle moins x en facteur. Pourquoi pas. D'exponentielle moins x moins 1. Alors, 2 est strictement positif, exponentielle moins x est strictement positif, donc f' de x va avoir le même signe que exponentielle moins x moins 1. Alors, on va chercher s'il existe des valeurs de x telles que exponentielle moins x moins 1 soit strictement positif. Cela veut dire qu'exponentielle moins x est plus grand que 1, en passant par le logarithme népérien. On obtient par équivalence ln de exponentielle moins x strictement supérieur à ln de 1. On conserve le sens. Ce qui veut dire que moins x est plus grand que 0, c'est-à-dire x est plus petit que 0. Donc ça veut dire que sur l'intervalle donné, 0 plus infini, exponentielle moins x moins 1 ne peut pas être strictement positif, c'est-à-dire que la fonction est négative, fonction f'.
plus précisément f' de 0 égale 0, et f' est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Bon, on en déduit du coup que f est strictement décroissante sur cet intervalle 0 plus infini. Et on obtient le tableau de variation de la fonction f. J'ai quand même rajouté que la f' de 0 vaut 0, quand même. Puis je crois que j'avais fait une petite erreur ici, à la limite en plus infini, à force de faire du copier-coller. J'oublie parfois de corriger certaines choses. Question 3, démontrer que si x appartient à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, alors f de x appartient aussi à cet intervalle. Alors, on vient de montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Donc, on va dire quand x est compris entre 0 et 1, bah, les images sont rangées dans l'ordre contraire, c'est-à-dire f de 0 supérieur ou égal à f de x, supérieur ou égal à f de 1. Et donc, en rangeant dans l'ordre croissant, on va obtenir f de 1 inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de 0. Donc, on va calculer f de 1, f de 0, on a dû le calculer tout à l'heure, f de 1, c'est 2 exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 2 fois 1. Donc, on obtient 2 exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 2. Ah, tiens, je l'ai mis sous cette forme-là, c'est 2 divisé par e moins 1 sur e carré. On va pouvoir mettre au même dénominateur et on va obtenir 2e moins 1 sur e carré. Alors, je dis que f de 1 est strictement positif. De toute façon, le tableau de variation, c'est à peu près évident. Et puis aussi parce que comme e est plus grand que 2, 2e c'est plus grand que 4, 2e moins 1 c'est plus grand que 3, et e carré est positif strictement, donc le quotient est bien strictement positif. Et donc on en déduit que f de x est bien compris entre 0 et 1, puisque f de x est positif, et même strictement, mais bon, on va se contenter d'une inégalité large, et inférieur ou égal à 1, puisque f de 0 vaut 1. Bon. Donc on a démontré que si x appartient à l'intervalle 0 à 1, fermé en 0 et en 1, alors f de x y appartient aussi. Question 4. On rappelle que pour tout réel t de l'intervalle 0 à 1, le produit t par 1 moins t est inférieur ou égal à 0,25. Et on nous demande de montrer que pour tout réel x de cet intervalle 0 à 1, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 0,5. Alors on sait que f' de x est inférieur ou égal à 0. Et donc, pour avoir la valeur absolue de f' de x, c'est l'opposé de f' de x. Et donc, d'après les calculs que nous avions fait tout à l'heure, valeur absolue de f' de x, c'est 2 exponentielle moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins x. Et pour tout réel x de 0 à 1, on sait qu'exponentielle moins x, il appartient à 0 à 1, c'est pas très dur à démontrer. Moins x appartient à moins 1, 0, et donc exponentielle moins x appartient à exponentielle moins 1, 1, et puis exponentielle moins 1 est strictement positif. Là, je suis peut-être allé un peu vite. Faites-le, feuille, crayon. Et donc, d'après le rappel, on voit que exponentielle moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins x, c'est de la forme t facteur de 1 moins t. Donc, on utilise le rappel ici, évidemment, ça peut être utile. Et en multipliant par 2, 2 exponentielle moins x facteur de 1 moins exponentielle moins x est inférieur ou égal à 2 fois 0,25, 0,5. Et donc, on a bien démontré que valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 0,5. Partie B. Question 1. Montrer que la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un ouvert. Donc, pour tout réel x positif, g de x, on nous dit que c'est f de x moins x. Donc, quand on calcule g' de x, on obtient f' de x moins 1. Or, nous, on a vu que f' de x était inférieur ou égal à 0, et donc on peut dire que f' de x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1. Et donc, g' de x, qui est inférieur ou égal à moins 1, est strictement négatif. Donc, la dérivée de g est strictement négative sur l'intervalle 0 plus infini.
Donc G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Question 2, démontrer que l'équation G de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. G de 0, c'est f de 0 moins 0, donc G de 0, c'est 1 moins 0, ça fait 1, puisque f de 0, c'était 1. Et quand on cherche la limite en plus l'infini, la limite de f de x en plus infini, c'était 0. Encore une coquille, là. Et la limite de moins x quand x tend vers plus infini, c'est moins l'infini. Et donc, par somme, on va obtenir que la limite de f de x moins x, c'est moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est moins l'infini. Alors, on sait que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, donc g y est continu sur cet intervalle. On sait que g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. L'image par g de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est moins l'infini 1, puisque g de 0 vaut 1 et que la limite en plus l'infini de g, c'est moins l'infini. Et puis le réel 0, il a le bon goût d'appartenir à cet intervalle moins l'infini 1, et donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Question 3, justifier que alpha est compris entre 0,5 et 1. Alors on va calculer g de 0,5, qui est égal à f de 0,5 moins 0,5, c'est-à-dire 2 exponentielle moins 0,5 moins exponentielle moins 1 moins 0,5. Alors là, je me suis contenté d'aller chercher une valeur approchée de g de 0,5. C'est environ 0,345. G de 1, c'est f de 1 moins 1. Donc, g de 1, c'est 2 exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 2, moins 1, à nouveau une valeur approchée de g de 1 qui est environ moins 0,400. Alors, puisqu'on sait maintenant que g de 0,5 est positif et que g de 1 est négatif, on peut affirmer que g de 0,5 supérieur ou égal à 0 supérieur ou égal à g de 1. On remplace 0 par g de alpha. Donc on a g de 0,5 supérieur ou égal à g de alpha supérieur ou égal à g de 1. Et donc on va avoir alpha compris entre 0,5 et 1. Alors j'ai précisé que comme g est décroissante, quand on passe des images aux antécédents, on change le sens des inégalités. Question 4. Quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 ? Qu'est-ce que ça veut dire que f de x égale x Pour un réel x de l'intervalle 0 plus infini, ça veut dire que f de x moins x vaut 0, donc ça veut dire que g de x égale 0, et donc ça veut dire que x égale alpha. L'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini possède une seule solution, qui est le réel alpha. Partie C. Question A, placer UN sur l'axe des abscisses pour n entier compris entre 0 et 3. Alors c'est le tracé plus ou moins classique. On part de U0 qui est donné, alors je ne sais plus quelle est la valeur qui a été prise. U0 égale 0,25, ça correspond bien à 1, 2, 3, 4, on est au quart de... entre le point O et le point I, donc U0. Alors, tracé vertical pour rejoindre la courbe. Et donc, une fois qu'on a ce point sur la courbe C, son ordonnée à ce point, c'est f de U0, c'est-à-dire U1. Ce qui fait qu'à partir de ce point, on effectue un tracé horizontal jusqu'à ce qu'on rencontre la droite D. Et on obtient un point qui a pour ordonnée U1, mais il a aussi pour abscisse U1, ce point. Donc, on trace un segment vertical qui rejoint l'axe des abscisses et on a U1. Et on recommence. Alors de U1, on va rencontrer de manière verticale la courbe C, puis on rencontre la droite D de manière horizontale, et le point qu'on obtient, il a pour abscisse forcément f de U1, c'est-à-dire U2. Et ainsi de suite. Et là, quand on regarde la figure,
U0 plus petit que U2, plus petit que alpha, plus petit que U3, plus petit que U1. Apparemment, la suite UN n'est ni croissante ni décroissante. Bon. Et puis le nombre alpha, lui, en fait, comment on l'obtient? À la droite d'équation y égale x rencontre la courbe C en un point que j'ai appelé A. Et ce point A pour abscisse alpha comme ordonnée alpha. Bon, mais on conjecture quand même que la suite a l'air de voir pour limite alpha quand même. Un petit b conjecturer la limite de la suite UN. Donc on conjecture que la limite de la suite UN, c'est la réelle alpha. Question 1c, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN appartient à l'intervalle 0,1, ce qu'on peut constater a priori sur la figure, on peut le conjecturer. Tous les UN ont l'air d'être entre 0 et 1. Bon, là, on le démontre. Étape 1, initialisation, vérifions que U0 appartient à l'intervalle 0,1. U0, c'est 0,25, et c'est connu que 0,25 appartient à 0,1, donc U0 appartient à 0,1. Étape 2, l'hérédité. Supposons que UN appartient à 0,1, et j'ai oublié quelque chose. Pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Alors, par hypothèse de récurrence ici, on considère que UN appartient à 0,1. Et on va aller chercher son image par f qui est UN plus 1. Et puis, dans la question A3, donc, il faut aller rechercher la partie A et la question 3. On avait démontré que si x appartient à l'intervalle 0,1, alors f de x appartient à 0,1. Ce qui fait qu'on peut affirmer ce genre de choses. F de UN appartient à l'intervalle 0,1 et donc UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Et donc la fonction f est définie sur 0,1 à valeur dans l'intervalle 0,1. Question 2a, démontrer que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de UN moins alpha. Alors là, il faut penser à l'inégalité des accroissements finis. Alors pourquoi? Notamment parce que f de UN, c'est UN plus 1. Et f de alpha, c'est alpha dans notre exercice. Et puis 0,5, c'est un majorant de la valeur absolue de la dérivée. Allez, on a tout ce qu'il faut a priori pour travailler. Bon, pour toi, Lx de l'intervalle 0,1, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 0,5, car ça a été démontré. Je n'ai pas mis la référence, mais on l'a démontré. Alors, on va rappeler quand même l'inégalité des accroissements finis pour les valeurs absolues. Pour tout réel A et B de l'intervalle 0,1, fermeur 0, fermeur 1, valeur absolue de f de B moins f de A est donc inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de B moins A. Alors, on a dit que pour tout entier naturel n, UN appartient à l'intervalle 0,1 et alpha aussi. Ce qui fait qu'on peut appliquer cette inégalité des accroissements finis en remplaçant A par alpha et B par UN. Ce qui nous donne valeur absolue de f de UN moins f de alpha inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de UN moins alpha. Bon, f de UN, c'est UN plus 1 et f de alpha, c'est alpha, donc on va pouvoir remplacer et donc obtenir que valeur absolue de UN plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de UN moins alpha. Question 2b. En déduire que pour tout entier naturel n, valeur absolue de UN moins alpha va être inférieure ou égale à 0,5 puissance n. Alors, on pourra le démontrer par récurrence. Souvent, c'est ce qui a été fait en terminale scientifique il y a quelques années. Alors ici, je vais vous donner une méthode. Alors, elle a un petit inconvénient parce que il faudrait démontrer notamment que UN ne peut jamais prendre la valeur alpha. Alors, je vais faire comme si c'était fait, mais bon, je tiens à vous le signaler quand même.
Alors, on va dire pour n égale 1, ce qui se passe, valeur absolue de U1 moins alpha est inférieur ou égal à 0,5, valeur absolue de U0 moins alpha. Alors, d'où ça vient? Ben, ça vient de la question précédente pour n égale 0. Et puis, valeur absolue de U2 moins alpha, c'est inférieur ou égal à 0,5, valeur absolue de U1 moins alpha. On prend n égale 1 dans l'inégalité de la question précédente, et ainsi de suite. Et puis, le dernier, ben, valeur absolue de UN moins alpha, inférieur ou égal à 0,5, valeur absolue de U indice N moins 1 moins alpha. Et c'est là qu'on va faire un produit membre à membre, parce que quand on fait un produit membre à membre, eh bien, on va simplifier, parce que à gauche, on aura valeur absolue de U1 moins alpha, à droite aussi, valeur absolue de U2 moins alpha va être à gauche, et ensuite il va aussi être à droite, et ainsi de suite. Et donc, il va nous rester que valeur absolue de UN moins alpha à gauche. Et puis à droite, il va nous rester que valeur absolue de 0 moins alpha. Les autres vont disparaître. Et comme il y a n inégalités, on aura 0,5 à la puissance n. Alors, j'ai déjà fait ça dans certaines vidéos. J'avais un peu plus détaillé. Bah, faites-le. Prenez une feuille, un crayon et vous verrez qu'il y a plein de simplifications qui arrivent, à condition d'admettre que valeur absolue de UK moins alpha ne peut pas prendre la valeur 0, comme j'ai dit tout à l'heure. Bref, le mieux c'est peut-être de faire une récurrence aussi. Voilà votre travail. Et puis on va s'intéresser à valeur absolue de U0 moins alpha. Alors U0 c'était 0,25, donc ça fait valeur absolue de 0,25 moins alpha. Et comme alpha, il est compris entre 0,5 et 1, on l'a vu, ça fait donc alpha moins 0,25. Voilà, alpha est entre 0,5 et 1, donc alpha moins 0,25 va être entre 0,25 et 0,75. Et donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Que la valeur absolue de U0 moins alpha est bien inférieure ou égale à 1, puisque c'est inférieur ou égal à 0,75. Et donc, en multipliant par 0,5 puissance n, on ne change pas le sens de l'inégalité puisque 0,5 à la puissance n est strictement positif. Et donc, on va obtenir que valeur absolue de un moins alpha, qui est plus petit que 0,5 à la puissance n, valeur absolue de 0 moins alpha, sera plus petit que 0,5 à la puissance n. Quelle est la limite de la suite UN est la question de C. On vient de démontrer que pour tout entier naturel n. Alors j'ai rajouté ce truc qui est à peu près évident, mais bon. 0 inférieur ou égal à valeur absolue de UN moins alpha inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n. Et donc on pense au théorème des gendarmes. Alors dit aussi théorème d'encadrement, je crois. Bon. Alors 0,5 à la puissance n, on sait que sa limite c'est 0, puisque 0,5 est strictement compris entre le moins 1 et 1. Bon, donc la limite quand n tend vers plus infini de valeur absolue de un moins alpha, c'est 0, et donc ça veut dire que la limite de quand n tend vers plus infini de un moins alpha, c'est 0, et donc la limite de un, c'est alpha quand n tend vers plus infini. Question 3, déterminer le plus petit entier naturel k tel que 0,5 à la puissance k soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Alors, ça va arriver puisque 0,5 à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Bon, on va résoudre puisque j'ai résolu avec petit n. Donc 0,5 à la puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 4, ça signifie que le logarithme népérien de 0,5 à puissance n est inférieur ou égal au logarithme népérien de 10 puissance moins 4. On conserve le sens de l'inégalité. Ça veut dire que n, le logarithme népérien de 0,5 est inférieur ou égal à moins 4 ln de 10 par propriété algébrique du logarithme népérien. Soit encore moins ln de 2 inférieur ou égal à moins... Oh là, je sais pas pourquoi j'ai changé. 4 ln de 10. ln de 0,5, c'est ln de 1,5, et ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc encore une propriété algébrique. Ce qui veut dire que n
ln de 2 est supérieur ou égal à 4 ln de 10 quand on passe à l'opposé, on change le sens de l'inégalité. Et en divisant par ln de 2 qui est strictement positif, ici on ne change pas le sens, n est supérieur ou égal à 4 ln de 10 divisé par ln de 2. En prenant une calculatrice, 4 ln de 10 divisé par ln de 2 est strictement compris entre 13 et 14. Vu ce que j'écris après, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ça signifie que n est supérieur ou égal à 14. Ah, le numéro 14 au football. Johan Cruyff, gentil Ghana. C'était il y a un siècle. Le plus petit entier naturel K tel que 0,5 à puissance K soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Oui, j'ai dû hésiter en mettre 3 ou 4 et j'ai fini par mettre 4 et à un moment donné, je n'ai pas tout rectifié. Et K égale 14. C'est bien les vidéos, on peut corriger. Question 3b, à l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de UK, puis de alpha. UK c'est U14. Hein. Alors bon, on fait travailler une calculatrice ou un script Python. Je vais pas trop insister parce que là la vidéo est longue. J'ai déjà fait ça dans moult vidéos, comme on disait autrefois. Le mot moult veut dire beaucoup, une multitude, multiplication. Moult, M-O-U-L-T. Il fallait que j'apprenne ça à mes élèves. Et donc, on va peut-être pouvoir dire que alpha, c'est environ 0,730. Bon, quand on voit cette expression, alors, pourquoi? Parce que valeur absolue de U14 moins alpha est inférieure ou égale à 0,5 puissance 14, qui est plus petit que 10 moins 4, 0,0001. Bon, là, j'ai peut-être pris des risques, peut-être mieux prendre alpha environ égal à 0,731. Je vais pas trop insister parce que c'est quelque chose un petit peu délicat tout ça, mais bon. Voilà. Bon pour moi cette vidéo est terminée. Après avoir tondu la pelouse, c'était un petit peu difficile, mais bon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, que la force soit avec les étudiants. Prenez bien soin de vous. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous mettez un petit pouce, je suis content, ça m'encourage. Bon, effectivement, il n'y a pas trop de spectateurs en ce moment des vidéos, mais cela me permet de remercier tous ceux qui s'intéressent à mon travail. Bien évidemment, il est préférable de prendre le polycopier, de travailler l'exercice et puis de regarder la vidéo après. Bon, les moyennes de vue sont tellement faibles que, bon, je suppose que c'est ce que les futurs étudiants font, ou les étudiants, ou d'autres personnes éventuellement intéressées. Voilà, il me reste à vous dire le classique au revoir.